Bonjour, bienvenue, c'est le Culture Mag, le moment de se poser un peu, de voir ce qui fait l'actu, art, spectacle et lifestyle, ici et là. Dans ce journal, la sortie du nouveau Charlie, mais vue sous un autre angle. En marge de ce numéro 1179, nous sommes allés poser quelques questions à Kåre Bluitgen. Il est écrivain, journaliste danois. Kåre Bluitgen est celui qui cherchait un illustrateur pour son livre sur la vie de Mahomet, et c'était en 2005. Au sommaire, également, la venue exceptionnelle du plus grand poète égyptien en Israël, Hicham El-Jor. Il n'est pas vraiment porté sur les valeurs sionistes, pourtant il a pu entrer dans le pays et y donner un récital très applaudi malgré les appels au boycott des pays arabes voisins. Et puis dans un autre genre, nous verrons les superbes images de Robert Capa. Pour la première fois, une grande exposition, une grande rétrospective lui est consacrée à Tel Aviv, des photos en noir et blanc absolument hypnotiques. Merci d'être avec nous. Direction la France et particulièrement les kiosques de France. Le numéro 1179 de Charlie Hebdo est mis en place. En janvier dernier, le Charlie des survivants avait été vendu à 8 millions d'exemplaires. Traduit en anglais, en espagnol, le nombre de ses abonnés avait atteint les 240 000 personnes. Le nouveau Charlie, lui, est tiré à 2,5 millions d'exemplaires. À l'heure où nous parlons, les ventes sont plutôt calme. Dans la plus pure veine Charlie Hebdo, caricature et liberté d'expression, ce nouveau numéro est mis en kiosque. Liberté d'expression, c'est sûrement le mot-clé de la semaine, car en marge du journal satirique, eh bien, un autre livre sort cette semaine, direction le Danemark avec Kåre Bluitgen. Nous serons en ligne avec lui dans quelques instants, mais d'abord, le rappel des faits avec David Gomba. 10 ans après, il récidive. Kåre Bluitgen est prêt à tout au nom de la liberté d'expression et publie un nouveau livre dont tout le monde parle. Kåre Bluitgen, son nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est peut-être par lui que tout a commencé. En 2005, ce journaliste et écrivain s'attelle à un projet majeur, la vie du prophète Mahomet expliquée aux adolescents. Une biographie évidemment loin d'être hagiographique, mais qui demande des illustrations. Il recherche donc des dessinateurs, mais les volontaires ne se pressent pas au portillon, craignant les représailles des islamistes, la représentation du prophète étant interdite. Une peur qui, selon Kåre Bluitgen, serait expliquée par l'assassinat de Theo van Gogh en 2004. C'est alors que le Jyllands-Posten, principal quotidien conservateur danois, s'empare de l'affaire. Il lance un concours pour défier ce phénomène d'autocensure. Et résultat, le 30 septembre 2005, 12 caricatures du prophète Mahomet sont publiées. Aussitôt, c'est l'incident diplomatique, les musulmans qui se sentent offensés s'indignent. La colère gronde dans le monde arabe. La suite, on la connaît. En janvier 2006, France Soir puis Libération reprennent en partie les caricatures. Puis, c'est Charlie Hebdo qui ajoute des caricatures homemade dessinées par les collaborateurs du journal. S'enclenche alors une longue série de polémiques et de violences. Après la vie du prophète Mahomet en 2005 et le Coran commenté paru en 2009, Kåre Bluitgen revient donc sur les rayons des librairies danoises avec son nouvel ouvrage, Le meilleur livre. Ce roman satirique se passe au VIe siècle, au moment de l'hégire à la Mecque. Chaque religion prétend détenir le meilleur livre. Un livre pour 2 couvertures, l'une blanche, l'autre noire, pour prouver qu'un seul et même livre peut être réinterprété à volonté. Et nous avons en ligne avec nous cet écrivain journaliste danois, Kåre Bluitgen. Bonjour, est-ce que ce nouvel ouvrage que vous sortez, qui est titré Le meilleur livre, The Best Book, est-ce que vous pouvez nous le résumer en quelques phrases? Ça parle des 4 religions principales à l'époque qui se rassemblent à la Mecque autour du VIe siècle. Et chacune d'entre elles amène avec elle leur meilleur livre. Mais il ne s'agit pas du même meilleur livre. Et c'est là que les problèmes commencent. Nous remontons sur les traces du prophète Mahomet tel qu'est raconté par Ibn Ishaq. Il y a aussi des conflits entre esclaves et propriétaires d'esclaves. Il y est aussi question de racisme, d'attaque de la liberté d'expression dans la Mecque d'antan. Mais bien sûr, je pense que vous pouvez y faire des parallèles avec le monde actuel en Europe et au Moyen-Orient. Mais c'est inouï quand même cette constance, Kåre Bluitgen, parce que voilà, quand on google votre nom par exemple, eh bien, la 3e occurrence c'est Kåre Bluitgen est mort. Tout ça parce que vous avez écrit un livre sur Mahomet, que vous en réécrivez un autre et encore un autre, mais est-ce que vous n'avez pas peur?
Non, je n'ai pas peur car je n'ai rencontré aucun problème avec ce livre au Danemark. Alors, Charlie Hebdo n'est pas mort. Le numéro 2 est en kiosque cette semaine en France. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris l'assassinat de vos camarades ? Je pense comme tout le monde que c'était dégoûtant et lâche. Mais bien sûr, ma deuxième pensée a été qu'à présent, ce sera plus difficile de publier quoi que ce soit qui soit susceptible d'être critique envers l'islam radical. Et je pense que c'est effectivement ce qui va se passer. Corinne Blutken, certains journaux, certaines télévisions, et pas forcément dans le monde arabe, ont refusé de publier les caricatures, ou sont plutôt, on va dire, very touchy avec le sujet. Est-ce que vous pensez qu'il y a une tentation de l'autocensure en Occident ? Oui, malheureusement, je le pense. Je pense en effet que plus vous publiez ces livres et ces illustrations, moins de peur vous aurez, car ces racistes sont ultra minoritaires et ils ne pourront pas tous nous entendre. Donc je pense que nous devrions continuer à publier juste pour leur montrer qu'ils ne nous font pas peur et que la démocratie gagne toujours. Oui, mais enfin pourtant, vu le contexte ambiant, on a l'impression que la bataille est perdue d'avance. Non, ça ne l'est pas, c'est une bataille gagnée d'avance. Au final, ils ne peuvent pas remporter cette bataille, car je pense que dans le monde entier, les gens veulent vivre librement. Ils veulent avoir le droit d'exprimer leurs opinions et leurs pensées et d'écrire ce qu'ils veulent. Je pense que maintenant nous vivons une période où l'on a peur, mais au final, ils ne peuvent pas nous arrêter. Merci Corinne Blutken. Une dernière question. Vous vivez à Copenhague, dans le quartier de Nørrebro. C'est là qu'il y a plus d'une semaine que l'auteur de la double fusillade a été abattu par la police. Comment vous vivez ces événements? Comment vous vivez là-bas? Ça n'a pas eu d'effet sur mon travail car je continue d'avancer comme prévu. Et en fait, ça n'a pas tant changé que ça. Je veux dire, mes enfants jouent avec des enfants musulmans. J'étais le délégué de notre école de quartier que fréquentent de nombreux musulmans. Il y a quelques éléments radicaux, mais je pense qu'au final, les choses vont plutôt bien au Danemark. Merci beaucoup Corinne Blutken. Vous sortez donc cette semaine, je vous le rappelle, le meilleur livre, c'est en danois et on vous souhaite tout le succès possible. Au revoir. Thank you very much. Là, c'est une interview réalisée avec David Gombin avant ce journal. À suivre, le poète égyptien Hicham El Djor en visite en Israël, mais tout de suite, le highlight du jour. La légende de la photo Robert Capa à l'honneur à Tel Aviv. Une sélection de clichés de celui qu'on surnommait le meilleur photographe de guerre au monde est exposée au Tel Aviv Museum of Art. Des photos prises en Israël, comme ces nouveaux immigrants en transit à Tibériade en 1949, ou cette famille se promenant sur le bord de mer de Tel Aviv un an auparavant, mais aussi à l'étranger, comme celle témoignant du débarquement à Omaha Beach en 1944, ou montrant la ville de Nuremberg en ruine en 1945. Juif originaire de Budapest, André Friedman, de son vrai nom, a parcouru le monde tout au long de sa carrière et est à l'origine de nombreux clichés cultes de l'histoire. En 1947, il cofonde l'agence Magnum Photo avec Henri Cartier-Bresson, David Seymour, William Vandiver et George Roger. Il perd la vie le 25 mai 1954 en marchant sur une mine lors d'un reportage en Indochine. Voilà une histoire pas banale. L'un des plus grands poètes égyptiens est venu en Israël malgré les appels du monde arabe à boycotter l'État hébreu. Hicham El Djor est venu dans le pays. Il a enflammé le public de Nazareth en toute liberté. Reportage Issam Abdelra avec Sandy Fortis. Voici l'un des poètes probablement le plus populaire du monde arabe, Hicham El Djor.
Égyptien, séducteur, engagé, il mixe poésie et observation sociale avec un talent qui touche toujours son public. Des poèmes souvent politiquement incorrects, écrits en arabe simple, ils ont pour objectif d'être accessibles à tous, peu importe le niveau d'éducation. Hicham El-Jarh est sarcastique et charismatique, deux traits de caractère qui font de lui un artiste unique dans le monde arabe. Pour la première fois, il s'est rendu en Israël, ignorant les nombreux appels au boycott de ses compatriotes arabes. Hicham El-Jarh est venu à la rencontre du public arabe d'Israël. Il a joué cette semaine à Nazareth dans une salle comble. Un choix résolument à contre-courant qui a fait le bonheur des habitants israéliens arabes de cette ville du nord du pays. Nous avons défié tous ceux qui ne voulaient pas qu'il vienne ici. Ce soir, nous profitons de sa présence. C'est un fils de Nazareth, un fils de la Palestine. Devant le maire et ses fans, pour la plupart israéliens arabes, musulmans ou chrétiens, le poète a récité entre autres son célèbre Visa, un poème dur, sans concession, qui parle du problème du panarabisme et de l'identité. Mixant nationalité et géographie, de l'Égypte à la Mauritanie, le poème critique par ailleurs l'hypocrisie des pays arabes qui imposent des restrictions de mouvement aux citoyens des pays voisins. Je pense que le fait qu'il soit ici est une façon de répandre notre culture. Il casse les restrictions culturelles que le monde arabe nous impose. Dans la salle, le public était majoritairement composé d'Israéliens arabes qui se revendiquent d'identité palestinienne, des fans qui se sont battus pour que la venue d'Hicham à Nazareth soit possible. Pour le cas d'Hicham, ceux qui font appel au boycott font une erreur. Applaudissements, standing ovation et même des petits cadeaux, la soirée était plus que satisfaisante pour le poète égyptien. J'ai fait ce dessin pour Hicham, il représente son poème Visa. Vous pouvez voir le drapeau égyptien avec le drapeau palestinien. Même si l'artiste n'a pas voulu donner d'interview, cette soirée a été une victoire pour les habitants de Nazareth. Israël a autorisé sa venue et si d'autres artistes venant du monde arabe suivent cet exemple, ce pourrait être le début d'une nouvelle vie culturelle pour les Israéliens arabes, coupés depuis de nombreuses années des événements panarabes par la volonté même de leurs voisins. Tout le paradoxe est là, Hicham est loin de sympathiser avec Israël. Pour lui, le sionisme est un démon avec une queue, mais ses sentiments pour le pays n'entachent en rien l'amour qu'il porte à ses fans arabes de Nazareth. Une histoire de fou. On va rester en Israël avec vous, Sandra Arabi. Bonjour. Avec un autre spectacle qui fait beaucoup parler de lui, c'est le concert de Tricky à Tel Aviv cette semaine. Tricky qui est... Tricky, qui est un artiste britannique qui vient de Bristol, qui est surtout connu pour avoir été un pionnier du mouvement musical trip-hop dans le début des années 90 et aussi parce qu'il a été dans le groupe Massive Attack pour les 2 premiers albums du groupe, qui étaient 2 albums avec un succès incroyable. Et alors, il était avec Massive Attack, mais là, il vient sans Massive Attack parce qu'on connaît un peu, il faut remettre un peu ce concert dans un contexte politique. Massive Attack n'était pas vraiment très favorable à Israël. Non, en effet, Massive Attack fait partie des groupes listés par le BDS, donc qui boycottent Israël. Tricky faisait partie du groupe, mais ils se sont également séparés après ces 2 albums, une guerre d'ego qui se tirait à la couverture, bref. Tout ça pour dire que lui est un personnage tout à fait apolitique et qui justement est même contre les politiciens et il a très envie de venir à la rencontre de son public israélien. Et d'ailleurs, il paraît que c'est complet. Donc Tricky qui fait du hip-hop, c'est un style musical un petit peu particulier. En fait, ce qui est particulier chez Tricky, c'est sa manière de rapper, c'est un peu un soufflement de mots. Ce mouvement trip-hop, c'est surtout des influences soul, électroniques, mélangées avec du hip-hop. Donc c'est un style assez particulier et voilà, c'est pour ça qu'on le connaît. On va pouvoir écouter, si vous le voulez bien. Vous avez choisi un extrait de son dernier album. Oui, sur son dernier album, il y a un titre qui s'appelle justement My Palestine Girl. On peut l'écouter. On va l'écouter. Palestine girl, a Palestine baby. She drive me crazy in the sun, make me lazy. I take a trip to Gaza, it's love I'm really after. She tells me happy B, we walk quite happily. Haven't seen a lady, don't worry about, she's my Palestine girl. Alors
Tricky, donc à Tel Aviv, c'est un concert particulier qui rentre dans un contexte politique particulier parce qu'il y a une semaine, un des plus grands journaux anglais, The Guardian, avait publié une lettre avec une centaine d'artistes, pas très très connus, mais enfin il y avait quand même encore Mike Legg et encore Roger Waters qui appelaient les artistes à ne pas venir en Israël. Et Tricky, Tricky a été approché également par le BDS. Ils lui ont envoyé une lettre en essayant de le convaincre de ne surtout pas se présenter ici en Israël. Et la chanson My Palestine Girl, qui fait partie de cet album, on pourrait croire que ça a des connotations politiques, mais pas du tout. En fait, ça parle simplement d'une relation qu'il a eue avec une fille de Gaza quand il était à Paris. Et voilà, il a été touché par cette fille. Et c'est surtout de ça que ça parle. Merci beaucoup Sandra Arabi. Voilà, c'est la fin de ce journal. On se retrouve demain à la même heure. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News. Merci.